Bienvenue Hugo, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Avec Du coup, tu plaisir. viens dans le cadre de la conférence qui est organisée par la FNAC de Lille et par notre association Lille Talks, qui aura eu lieu juste après l'interview Mhm. sur le réchauffement climatique. Déjà, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Nous, on est très contents d'organiser ça. Et je pense que pendant du coup, la conférence, tu vas parler un peu de ton livre que tu as sorti l'année dernière, qui Mhm. s'intitule Comment j'ai arrêté de manger des animaux. La première question que je voulais te poser, c'est parce que c'est vraiment la première que moi je me suis posée quand j'ai ouvert ton bouquin, c'était de me demander, ben, toi tu as quand même eu la chance, ben, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas les opportunités dans ton travail, de te confronter à beaucoup de thématiques différentes, je trouve que tu as une belle vue d'ensemble quand même de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mhm. Pourquoi est-ce que le thème que tu as voulu vraiment développer en faisant un livre, c'est c'est celui-là quoi? C'est une bonne question parce que c'est un thème en fait auquel je m'intéressais pas du tout avant. J'avais pas du tout ça dans l'esprit. Moi, j'ai toujours mangé beaucoup de viande, beaucoup de poissons. Mon papa est chasseur sous-marin, donc j'ai été nourri au poisson depuis tout petit, beaucoup. Je m'étais engagé sur plein de choses. J'avais l'impression d'être très écolo, de faire attention un peu à tout, et je me posais pas la question de ce que je mangeais, ou très peu. Et en fait, c'est en m'informant sur le sujet, en lisant un bouquin un peu par hasard. Que j'ai découvert les chiffres déjà de l'élevage industriel et de la pêche. Je n'avais pas du tout conscience de l'ampleur du phénomène. Et puis, ça s'est vraiment renforcé ma conviction et mon envie d'en parler à travers mes reportages dans les élevages industriels, quand je suis allé voir de mes yeux ce que c'était, quand j'ai été parler avec des ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, quand j'ai été me renseigner sur l'impact de la pêche, que j'ai discuté avec les scientifiques sur l'intelligence animale. En fait, j'ai commencé à tirer un fil, et puis plus je tirais sur le fil, plus il y avait d'infos qui me confortaient dans l'envie de m'engager sur cette question-là, et plus je tirais fort sur le fil, et plus ça venait, quoi. Et voilà, et je me suis dit, il n'y a pas vraiment aujourd'hui en France de livres d'enquête documentés, factuels, et en même temps engagés sur cette question-là. Et je voyais bien dans les discussions avec mes potes, ma famille, quand j'ai décidé de devenir végétarien, parce que j'avais plus envie de participer à ce système-là, que c'était un sujet de débat sans fin, et qu'il y avait 1 million de choses à dire, 1 million d'idées à échanger. Et j'avais envie de faire un livre, voilà, qui donne les informations de base sur ce que ça veut dire manger de la viande et du poisson aujourd'hui en France, et qui permettent d'alimenter le débat, de donner des arguments aux gens qui sont végétariens ou véganes ou qui veulent le devenir, mais surtout de donner des infos aux millions d'omnivores qui mangent de tout, qui mangent aussi de la viande et du poisson, et qui ne se posaient pas forcément la question avant. Voilà, donc c'était vraiment une démarche journalistique, et j'y ai mis un engagement dedans, parce que je donne mon avis sur cette question, je ne me contente pas de rapporter des faits, des chiffres, je donne aussi mon avis, de moi comment j'interprète ces faits, et c'était important pour moi de le dire, et je pense que ça peut être utile dans le débat de faire ce livre. Ok, d'accord, très bien. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup senti aussi dans ton livre, c'est que tu voulais pas du tout donner un avis moralisateur, que tu essayais Pas vraiment du tout, d'être ouais. en dehors Ouais. de ça, et que en fait, si tu avais écrit ça, moi je l'ai un peu vu comme une sorte de. En fait, c'était parce que pour toi, même en fait, ça a été quelque chose de compliqué de le faire, et Mhm. que du coup, tu racontais vraiment ton truc en mode, ben, pour moi, ça a été compliqué, je l'ai fait étape par étape. Tu parles surtout des trois grands principes qui t'ont permis de le faire, Mhm. et que du coup, je voulais raconter cette histoire-là, quoi. Ouais, complètement. Moi, quand je mangeais de la viande et du poisson, je supportais pas qu'on vienne m'expliquer que j'étais un salaud, que j'étais un tueur d'animaux. Et je pense que faire des leçons de morale, ça, déjà, ça fonctionne pas. Les gens, quand on les attaque, ils ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes pour se défendre qu'à se remettre en question. Et puis, en plus, c'est injuste de reprocher des comportements individuels qui sont en fait des comportements collectifs qui existent depuis des siècles. C'est le fait qu'on mange de la viande et du poisson, qu'on en mange autant, c'est le fruit de tradition, d'habitude, de sociabilité. Donc, c'est vraiment un système, voilà, dans lequel on est et qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions. Et donc, ça n'a pas de sens de reprocher aux gens qui en mangent une pratique individuelle. Moi, vraiment, l'idée, c'est de parler des faits, voilà, de dire voilà comment ça se passe. Voilà combien d'animaux on tue, voilà dans quelles conditions ils sont élevés, et voilà comment ils sont tués. Et voilà quel est l'impact sur l'environnement. Et voilà les études qui montrent qu'on n'en a pas besoin pour être en bonne santé, pour vivre de manière tout à fait correcte et agréable. On n'a pas besoin de viande et de poisson. Et ça, ce sont des faits. Voilà. Et les gens ne savent pas encore aujourd'hui. La plupart ne savent pas comment sont élevés les animaux qu'ils mangent. Moi, je ne le savais pas. Beaucoup de gens autour de moi ne le savent pas. Et c'est vraiment l'objectif de ce bouquin, c'est pas de donner des leçons, d'expliquer ce que doivent faire les gens. D'ailleurs, le livre s'appelle Comment j'ai arrêté de manger les animaux et pas exactement. J'ai pas titré ça. Pourquoi vous devez arrêter de manger les animaux. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai décidé de faire ça. Donc c'est vraiment ramener les choses aux faits et élever le niveau d'information sur cette question. Aussi, à la fin de ton livre, tu parles beaucoup des idées reçues.
et Mhm. Des et- mythes. ouais, carrément. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème aussi un peu de catégorisation par rapport aux gens qui mangent pas d'animaux, qui fait que les gens ont du mal à franchir le pas parce que les gens peuvent être un peu, il y a une idée reçue de la personne végétarienne et que du coup ça les met dans une catégorie qui Ouais. va un peu replier l'importance de leur voix quand ils racontent pourquoi ils font ça, quoi. Bien sûr, il y a des idées reçues sur les végétariens qui sont largement relayées et entretenues par les gens qui ont intérêt à relayer cette image-là. Le lobby de l'agrobusiness, les syndicats agricoles qui ont tout intérêt à ce que les végétariens soient vus comme des gens des villes, des bobos, maigres, malades, etc. Ça, on sait par la science que c'est totalement faux et que globalement, l'état de santé des végétariens est au moins aussi bon que celui du reste de la population, voire même selon certaines études, meilleur. Donc ça, ce sont des mythes qui sont construits par les gens qui ont intérêt à ce que les gens ne deviennent pas végétariens. Voilà. C'est le jeu, on va dire. Et donc dans ce livre, j'ai vraiment fait très attention à casser ces mythes-là. Il y en a plusieurs. Il y a le fameux mythe selon lequel les hommes ont toujours mangé de la viande et on est fait pour manger de la viande et on doit manger de la viande. On a souvent tendance à confondre en tant qu'omnivore la capacité à manger de tout et l'obligation à manger de tout. On peut manger de tout, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger de tout. Certaines tribus préhistoriques, et c'est prouvé maintenant par l'histoire, par la paléontologie, étaient des tribus végétariennes, étaient même des tribus véganes. Ça a été prouvé par l'analyse des dents, notamment des stries dentaires. Donc certains hommes ont toujours mangé de la viande, d'autres ne mangeaient pas de viande. Les hommes qui mangeaient de la viande à l'origine mangeaient beaucoup d'insectes. Manger beaucoup de charognes et manger en quantité relativement peu par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. On n'a jamais mangé autant de viande. On mange 86 kilos de viande par an et par personne en France, c'est énorme. Et c'est important de rappeler que la viande, c'est quelque chose, globalement, la consommation massive de viande concerne les pays riches. La viande ne nourrit pas l'humanité. Les gens qui sont le plus en insécurité alimentaire, principalement dans les pays d'Afrique noire, les pays d'Afrique les plus pauvres, sont des gens qui mangent très peu de viande parce qu'ils n'ont pas accès à cette nourriture, qui est une nourriture qui est fabriquée pour les personnes occidentales, essentiellement par les riches, pour les riches. Et quand une population souffre de la famine, on ne lui donne pas de la viande, hein. On lui donne des haricots, du riz, de l'huile, du sel, des légumineuses, des choses qui permettent de retaper une population rapidement et de sortir de la famine. Donc ce mythe de nourrir le monde avec la viande, c'est totalement faux. Au contraire, la fabrique de viande, qui monopolise 70% de la surface agricole mondiale, a plutôt tendance à affamer une partie de la population mondiale, la partie la plus pauvre, plutôt qu'à la nourrir. Parce qu'on utilise des terres agricoles pour nourrir les animaux qui ensuite vont nourrir les pays riches, alors que ces terres agricoles pourraient être utilisées directement pour nourrir les populations les plus pauvres. Donc il y a toute une série de mythes comme ça qu'il faut déconstruire, qu'il faut expliquer, arguments à l'appui, pour pouvoir débattre sereinement de cette question et puis changer nos habitudes. On n'est pas toutes et tous obligés de devenir végétariens du jour au lendemain. C'est pas du tout notre obligation et c'est pas du tout ce que je dis dans le livre. Par contre, il y a une nécessité de remettre en cause notre consommation massive de produits animaux aujourd'hui, qui a un impact énorme sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur le climat même, qui a un impact énorme sur notre santé et qui a un impact énorme sur la souffrance de milliards d'êtres vivants sensibles et reconnus comme tels aujourd'hui. Donc, posons-nous ces questions à partir de faits et débattons à partir de faits et pas à partir de mythes. Et ben du coup, moi j'ai parlé de choses. Je trouve que en général, que ce soit dans ton livre, sur les réseaux sociaux où tu es super présent, ou sur le front, l'émission du coup que tu viens de lancer avec France 2 depuis septembre 2019, je trouve que tu es vachement transparent, tu es vachement honnête en général dans ce que tu dis, ça se voit que ça se ressent. Et même dans ton épisode du coup sur le front des mers, des océans, Mhm. pardon, et ben as vachement parlé, médiatisé du coup les activistes, les militants. Ils sont rarement médiatisés quand même, du coup je trouve ça super déjà que tu les aies mis dans ton documentaire. Est-ce que toi-même tu te considères un peu aujourd'hui comme activiste? Non, moi je pense qu'il y a plein de types de journalisme différents et je pense que c'est très bien qu'il existe des centaines de manières différentes de faire du journalisme. C'est très bien qu'il y ait du journalisme d'agence, factuel, qui se contente de rapporter les faits. C'est très bien qu'il y ait du journalisme d'investigation. C'est très bien qu'il y ait du journalisme d'opinion. Ça existe depuis très longtemps dans la presse écrite. C'est très bien qu'il y ait du journalisme du reportage, de l'éditorialisme. Tous les types de journalisme ont leur utilité. Moi, je pense que ce que je fais aujourd'hui, déjà, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est la manière dont j'ai envie de faire mon métier. Effectivement, mon principe de base, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire qu'on ne va surtout pas travestir les faits pour les faire coller à ce qu'on pense. Ça serait une tromperie, ça serait une manipulation et ça ne serait pas du journalisme. On rapporte des faits, on révèle des faits, on parle de faits, mais moi,
j'ai une certaine empathie avec les situations, avec les personnes qui sont engagées dans cette situation. J'ai un avis sur cette situation et cet avis peut transparaître dans ma manière de parler de ces actualités-là, de ces situations-là. Et je trouve que c'est plutôt salutaire d'avoir ce type de journalisme qui existe aujourd'hui parce qu'on n'est pas des machines. Plus personne ne croit à la sacro-sainte objectivité journalistique absolue et totale où les journalistes seraient des sortes de robots qui ne seraient jamais influencés par leurs émotions. Non, mais ils peuvent. Il y a plein de journalistes qui font que de l'information. Et moi, je fais quasiment que de l'information. Mais de prétendre qu'on n'est jamais influencé par ce qu'on pense, qu'on n'est jamais influencé par notre expérience, notre parcours, notre émotion à un moment donné, c'est faux. Plus personne n'y croit. Les journalistes n'y croient pas eux-mêmes. Tout le monde est influencé par ce qu'il pense et par son parcours personnel. Le plus important, c'est de ne pas devenir malhonnête et de rester honnête et de rester collé aux faits. On parle de faits. Voilà, c'est Jean-Michel Apathy qui disait ça et je trouve que c'est une formule assez juste qui dit qu'il ne s'agit pas d'être objectif, il s'agit de maîtriser sa subjectivité. Et je trouve ça très juste parce qu'effectivement, on est tous subjectifs à un moment donné. L'important, c'est que cette subjectivité, elle n'empiète pas sur les faits et sur la réalité. C'est ce qui fait qu'on est humain aussi, quoi. C'est ce qu'on fait qu'on est humain et surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin d'engagement aussi dans les médias. On est dans une situation d'urgence telle et une situation tellement catastrophique sur le point de vue environnemental qu'on a besoin aussi de médias qui disent « Ok, nous, on s'engage maintenant sur cette question. On y va à fond parce qu'on pense que c'est important. » Et je suis très heureux et très fier de le faire avec le service public parce que c'est aussi le rôle du service public d'accompagner des prises de conscience de la société. Du coup, ton émission sur le fond, elle est totalement numérisée. Ouais. Avec France 2, du coup c'est super déjà. Et du coup, savoir, qu'est-ce que tu pensais un peu pour toi de l'avenir du journalisme? Comment est-ce que tu voyais? C'est très difficile. L'avenir du journalisme, on se posait déjà cette question quand j'étais à l'école de journalisme il y a 10 ans ici à Lille. Personne n'a de boule de cristal et ça évolue tellement vite et tellement de manière diversifiée que c'est impossible de prédire l'avenir du journalisme. Ce qui est sûr, c'est que le journalisme et les journalistes resteront des éléments incontournables du débat démocratique parce qu'on a besoin de gens pour trier les informations, pour parler des faits et pour les vérifier. Donc voilà, je pense que le journalisme a de l'avenir en tout cas, quelle que soit sa forme. Et du coup, ma dernière question que je pose à chaque fois, c'est parce que du coup, notre association, elle parle surtout de l'engagement des jeunes. On a une grande conférence qui arrive très bientôt, le 18 mars, et du coup, le lendemain de la sortie de ton émission. Et du coup, à chaque fois, je te demande pour toi, c'est quoi les grands points où les jeunes pourraient plus s'engager aujourd'hui? Je pense que l'important, c'est de s'engager. Après, quelle que soit la thématique, il y a tellement de combats à mener. Moi, évidemment, celui qui me tient le plus à cœur, c'est le combat environnemental, parce que pour moi, c'est la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire que si on perd ce combat-là, on perd tous les autres, de toute manière. Si on n'arrive pas à préserver les écosystèmes, à les soutenir, à faire en sorte que la planète Terre reste une planète habitable et de manière confortable pour l'espèce humaine, les autres combats ont moins de sens pour moi aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que d'autres jeunes ne peuvent pas s'engager sur d'autres thématiques et qu'ils auront raison de le faire. Il y a 1000 combats à mener, il faut tous les mener de front. Du coup, merci beaucoup. On rappelle. Avec plaisir.